Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de l'Hebdo de la médiation. Cette semaine, nous repartons sur le cycle des émissions concernant la décision. On va reprendre des aspects sur lesquels on a déjà un peu parlé, évoqué. Vous allez voir qu'il va être question de la méthode 4.1 que nous avons vue dans une précédente émission. Il va être question, bien évidemment, de la méthode cycle, et puisque ces outils sont conçus à partir de ce modèle, il va être question, bien évidemment, d'un élément dont vous avez déjà eu un peu vent, mais qui est en cours de réalisation, c'est le baromètre de la qualité relationnelle en entreprise. Sur cette décision, on va revenir sur ce qui fait l'entreprise, ce que fait l'entreprise et ceux qui font l'entreprise, et plus particulièrement aujourd'hui sur une décision et une contre-décision, on pourrait l'appeler comme ça, ou un revirement de décision, en prenant un exemple de Coca-Cola. Oui, super. C'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire, hein. Il faut savoir que Coca-Cola, à un moment donné, s'était retrouvé dans une situation absolument catastrophique, ou avec des prévisions catastrophiques faites par des bureaux d'études, au constat qu'il y avait une baisse des ventes importante de ce de cette célèbre mixture qui fait. T'as beaucoup parlé parce qu'en fait, on se dit que Coca-Cola, c'est une entreprise qui vient pomper beaucoup d'eau, hein, dans beaucoup de pays, qui organise qui organise parfois des systèmes industriels qui font vivre des villages, et puis qui après, une fois qu'il n'y a plus d'eau dans le coin, stop, ils partent, et ça assèche la région, le calme. Mais c'est pas de ça dont je veux parler, parce que ça, c'est des décisions aussi qui sont prises, parce que parfois, il y a des compensations qui sont faites avec les démarches de Coca-Cola. Mais par contre, oui, dans les années 80, ils se sont retrouvés dans une situation catastrophique. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, cette catastrophe, c'était la montée de Pepsi-Cola. Et puis de tous les concurrents qui sortaient des boissons sucrées et pétillantes. Donc c'était la panique, panique à bord. Coca-Cola était en train de perdre des parts de marché. Alors, ces parts de marché, bah, il les retrouvait chez les voisins, hein, chez les concurrents surtout. Et donc, ça leur plaisait pas beaucoup. Enfin, même, vous pouvez dire, ça leur plaisait pas du tout. Alors, comment faire là-dessus? Ben, c'est trouver une solution. Alors, tout de suite, brainstorming, tout le monde s'agite, hein, et il faut faire confiance, c'est des créatifs, c'est pas des gens qui ont les deux pieds dans le même sabot, hein, et donc, c'est des gens qui ont de la bouteille sur le plan du développement Oui, hein, c'est vrai. Et sur le plan du développement de leur industrie. Et ils savent faire. Donc, ils font appel à des cabinets très, très forts, très puissants. Et ils font des interviews et ils font des sondages. Et ils arrivent au constat que leur boisson, elle est devenue obsolète. Il va falloir faire progresser la recette Coca-Cola. Alors là, c'est la grande frayeur dans le monde de la direction de cette entreprise, parce que comment on peut révolutionner cette recette qui a fait le succès? Mais il faut bien comprendre, se disent-ils, que les goûts changent. D'ailleurs, les cabinets de conseil leur expliquent bien que le goût des personnes a évolué. On préfère désormais des boissons moins sucrées. Alors, il va falloir produire une boisson alignée sur Coca-Cola, qui soit particulière, et faire en sorte de sortir une boisson qui va plaire aux personnes. Donc, ils font tester, ils organisent des tests. Ça dure des années, des années. On arrive en 1985 et c'est là la recette, la nouvelle recette est mise sur le marché. Eh bien, c'est pas le succès. C'est pas du tout le succès attendu. C'est même catastrophique. C'est des personnes qui ont entendu dire que l'ancien Coca allait être retiré du marché, se sont procuré les stocks. Il y a des stocks qui ont été achetés par des personnes pour les revendre ce qu'on pourrait appeler au marché noir, sous le manteau, hein. Enfin, c'est plus une vente officielle.
Ils ont acheté les stocks et puis après, ils revendent. Si vous voulez pouvoir lancer un Coca, ben, j'en ai moi. Et donc, ils le revendent même plus cher. C'est incroyable. Ce qui se passe est incroyable. Ils sont sidérés. Et le siège de Coca reçoit, parce que maintenant, à l'époque, il n'y avait pas les mails, hein, donc reçoit des stocks de courrier, des appels téléphoniques en pagaille, qui leur dit revenez à l'ancienne recette. On ne veut pas de votre recette light, Coca-Cola, light, là, comme ça, on n'en veut pas. Donc c'est quand même le problème de savoir comment faire. Eh bien, aussi surprenant que ça puisse paraître, la décision de Coca-Cola va être de revenir à l'ancienne recette. Et vous regardez bien maintenant les bouteilles, il y a marqué dessus Coca-Cola classique. Et grâce à ça, ça a été le rebond. C'est-à-dire qu'en fait, ça a fait une pub invraisemblable qui a fait que Coca-Cola a repris ses parts de marché. Voilà, ce que je vous propose de bien retenir de cette première histoire, parce que dans les prochaines émissions, on vous en racontera d'autres, mais déjà de constater que des personnes ont été de bons conseilleurs pour de mauvaises décisions. Alors, ça leur a rapporté sans aucun doute beaucoup d'argent de pouvoir donner des conseils à Coca-Cola, un conseil qui finalement, ben, d'une mauvaise décision, on en a fait une stratégie marketing. Alors, c'est toujours un peu compliqué quand ça marche. Mais vous remarquerez que c'est pas le seul. Coca-Cola n'est pas la seule entreprise à s'être trouvée dans cette situation catastrophique. Et il y en a qui ne s'en sont pas du tout remis. Je vous le disais, je vous parlerai d'autres histoires et je vous parlerai notamment de l'histoire de Moulinex qui s'est effondré, de Virgin Megastore qui s'est effondré également. Et puis combien d'autres entreprises ont chuté, que vous vous souvenez peut-être pour les plus anciens, ceux qui ont les cheveux blancs comme moi, eh bien vous vous souvenez de Félix Potin, on y revient, et bien maintenant on n'y revient plus. Ben, pourquoi? Ben, parce que ça s'est effondré également sur de mauvaises décisions. Pourtant, c'était des entreprises qui étaient des entreprises phares. Mais regardez, il y a d'autres entreprises qui s'en sont super bien sorties avec des revirements de décision. Donc Apple. Apple qui a, qui a refait appel à celui qu'elle avait viré. Hein, l'entreprise qui avait viré Steve Jobs, qui est le fondateur. Elle a fait appel, elle a même racheté l'entreprise de Steve Jobs, l'a fait revenir. Ça a été un changement, un revirement de décision qui a été très très performant puisque en fait l'entreprise a été sauvée encore une fois, celle-là aussi. Donc vous voyez, si vous voulez prendre une décision euh, qui impacte la vie d'une organisation, il faut bien réfléchir à quelque chose. Jérôme, tu as aussi un exemple dans le monde alimentaire. Alors oui, c'est pas une entreprise cotée au CAC 40 ou dans je ne sais quelle bourse ou qui a un impact international, mais en fait, c'est un producteur de fromage et un producteur alors pour ceux qui connaissent, d'aligot. Bon, vous allez me dire, c'est très très spécifique, ça se fait en Aveyron, un peu dans le Cantal, avec une petite guerre entre l'Aveyron et le Cantal pour savoir qui a créé cet aligot. Et cet aligot, en fait, il était fait avec une méthode très simple. On utilisait de la pomme de terre industrialisée, puisque c'était en flocons, hein, tout simplement. Et les clients étaient très satisfaits. Le goût était vraiment celui qu'ils attendaient. Les ventes se portaient très très bien. Et les ventes se portaient tellement bien que la direction, le petit entrepreneur, puisque c'était une petite entreprise, a décidé de faire plaisir à ses clients en apportant une nouvelle recette qui était censée être encore plus traditionnelle, puisque là, l'objectif était de remettre de la pomme de terre. Non pas le La flocon de vraie pomme de pomme de terre, terre, quoi. la vraie pomme de terre, une vraie purée de pommes de terre, avec donc un procédé qui est moins industrialisé et plus en cohérence avec l'aspect traditionnel que représente l'aligot. On l'a goûté, on l'a fait tester, les clients testent trouvaient que c'était sympa. OK, la production a été mise donc sur le marché
Et là aussi, le retour des clients était une insatisfaction en disant qu'ils préféraient la recette précédente, qui était plus à leur goût, et que le fait que ce soit de la purée de pommes de terre ou de la purée à partir de flocons, eh bien, ils s'en foutaient. Ce qu'ils voulaient, c'était le goût qui leur correspondait le mieux. Et là, une décision, elle doit être prise. Soit on continue à vendre un procédé traditionnel avec moins de satisfaction, soit on reste sur un produit un peu plus industrialisé, mais qui plaît plus aux clients. Eh bien, là aussi, comme chez Coca, on est revenu à une recette qui avait fait le bonheur et la renommée de l'entreprise avec une recette plus industrialisée. Et en repassant sur cette recette, eh bien, les clients étaient d'autant plus satisfaits, premièrement parce que le goût leur convenait, mais en plus parce que ils ont pris conscience là qu'ils avaient un impact sur la décision et que la décision, que l'entreprise avait fait évoluer la décision pour satisfaire le plus largement possible une partie de ceux qui font l'entreprise, c'est-à-dire là, les clients. Oui, ce que tu dis, ça illustre aussi très très bien le fait d'avoir une approche, quand on parle de 360 degrés, eh bien, que le 360 degrés soit pas autour de ceux qui prennent la décision. Hein, c'est ça qui est, on fait ça. Qui est-ce qui prend la décision? Eh bien, en l'occurrence, c'est aussi le consommateur. C'est aussi la personne qui fabrique la recette, d'accord, c'est aussi celui qui veut faire plaisir, parce que c'était ça aussi, Coca-Cola, c'était je veux mieux correspondre à la mode du marché. Et puis, bah, tous les cabinets de conseil se disaient, bah oui, c'est vrai, le marché a évolué. Et ils partaient d'une théorie de l'évolution des goûts, comme s'il y avait vraiment un changement fondamental du goût sur une période de 50 ans ou même de 100 ans. Hein, et c'est ce qu'on entend très souvent. Hein. On entend que les goûts ont changé. Mais encore faut-il que savoir de quelle population on parle. Hein, parce que c'est des gens qui sont dans des environnements précis et avec des habitudes alimentaires précises. Donc, et il faut voir que l'humain se renouvelle régulièrement. Donc, et le goût se refaçonne. Donc, c'est les décisions qui sont prises parfois sont victimes d'un éclairage sous faisceau lumineux. Hein. Une lumière, je dis souvent, un spot, ça n'éclaire pas la scène entièrement. Hein. Et ce qu'il faut, c'est en avoir plusieurs pour pouvoir voir toute la scène et même derrière la scène, derrière celui qui éclaire la scène. Parce qu'il se passe des choses, et quand on prend une décision, c'est vraiment du 360 degrés, et c'est pas facile le 360 degrés. C'est le baromètre d'ailleurs dont tu parlais, du climat relationnel. Hein. C'est le baromètre du climat relationnel, vous le verrez bientôt arriver, qui aussi interfère sur la manière de percevoir les décisions. Mais ici, on attire votre attention sur le fait que il y a une phrase qui dit souvent le conseilleur n'est pas le payeur. Mais c'est vrai que les cabinets conseils ne font que souvent aborder une vision. Que dans tous les cas, les décisions, il faut qu'elles soient accompagnées d'une réflexion très, très ouverte et attentive. Parfois, il faut pouvoir mixer la décision. C'est-à-dire que un produit plus un autre, c'est vrai que faire un produit un seul et s'engager sur un seul produit, c'était une mauvaise décision, que ce soit pour la pomme de terre, pour la recette, que pour la boisson, eh bien, c'était la décision trop fermée. Ce qui empêche une bonne décision, c'est l'entêtement. Souvenez-vous de ça. L'entêtement, c'est terrible. Toutes les décisions qui ont été de mauvaises décisions, ça a été des décisions qui ont coulé, qui ont fait couler des choses, qui ont fait couler des situations. On a pu voir des décisions qui ont fait couler des milliers d'entreprises, même si après on peut se dire, bah, ça s'est redressé. Ben oui, quand une fois que t'as complètement chuté, tu peux que te redresser. Hein. Mais c'est ça, c'est voir que une mauvaise décision, c'est quand on s'entête et qu'on ne voit que
une manière d'approcher une situation. Donc, c'est avoir une approche de ceux qui font l'entreprise, ceux qui font la décision, de manière tout à fait ouverte. Ça fait l'originalité et c'est vraiment notre recherche. Et si vous voulez que nous travaillions plus sur la décision, encore, on y reviendra, vous allez faire des émissions et on va vous offrir la possibilité de réfléchir à la manière dont vous allez prendre des décisions. Merci Jean-Louis. Alors cette émission, évidemment, comme tu le disais, elle est dans un cycle d'émissions sur la décision. Vous pouvez les retrouver sur Médiateur Télé ainsi que toutes les émissions de l'Hebdo de la médiation. Et puis, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, mercredi à 12h30, pour une émission. Eh bien, vous le verrez, ce sera forcément sur la qualité relationnelle, mais pour l'instant, on vous réserve la surprise. Merci à toutes et à tous. Bonne semaine, à mercredi prochain. Au revoir.